Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du campus cyber avec Michel Vandenberg. Bonjour Michel. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Michel, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc Michel Vandenberg, je suis le directeur général d'Orange Cyberdéfense, mais je suis aussi maintenant le président de la société Campus Cyber qui va administrer et gouverner ce nouveau projet de campus national. Alors justement, comment est né ce projet ? En fait, c'est un projet qui vient de l'initiative du président de la République, donc qui, je pense, était en rentrant de Beersheba, avait trouvé l'idée assez suffisante de rassembler sur un seul lieu des experts du numérique pour justement créer un peu de coalition, de cohésion. Donc, il a soumis son idée auprès de membres du gouvernement, du secrétaire d'État au numérique, de Guillaume Popard. Et donc, moi, j'ai été contacté pour savoir si je serais à même de pouvoir mener une mission au départ pour regarder si l'écosystème français de la cybersécurité était prêt à se rassembler sur un lieu pour essayer de partager. L'image que j'ai prise, c'est partager pour moins subir cette cybercriminalité. Donc, j'ai reçu une note de mission du Premier ministre en juillet 2019 pour mener cette mission de préconfiguration d'un campus cyber. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, cette première mission de préfiguration ? Alors voilà, on a eu un retour extrêmement positif de l'ensemble des acteurs. On a mené 2 missions avec l'équipe qui était composée de personnes d'Orange et des personnes de l'ANSSI. On a été voir un peu ce qui se faisait dans d'autres pays. Donc, on a été à Beersheba, on a été voir Sklokovo en Russie, on a été aussi aux États-Unis, la ville de New York qui avait monté aussi un campus cyber. On a interrogé les ambassades aussi pour savoir un peu ce qui se passait dans des pays un peu plus éloignés comme la Chine, etc. Et en parallèle, on a interrogé un peu l'ensemble de l'écosystème. Ce qu'on voulait, c'était vraiment réunir l'ensemble de l'écosystème. Donc, on a interrogé des startups, on a interrogé des gens de la recherche, on a interrogé des éditeurs de logiciels, on a interrogé des grands industriels de la cyber, des PME, des gens de la formation, en leur disant, voilà, si on crée un endroit qui essaierait de rassembler tout le monde pour qu'on puisse essayer de monter des projets, des communs autour de la cybersécurité, est-ce que vous seriez partant ? Et la réponse a été extrêmement positive avec un seul prérequis, entre guillemets, c'était il faut que ce lieu soit extrêmement accessible. Voilà, que on mélange pas campus cybersécurité et aménagement du territoire, et que il faut que ce campus soit dans Paris, soit vraiment en toute proche banlieue, pour pouvoir faire à ce que les gens y adhèrent et y viennent. Voilà. Donc on a remis ce rapport au Premier ministre, c'était lors du FIC en janvier 2020. Et du coup, ils m'ont dit, comme tout le monde a l'air d'accord pour pouvoir le mettre en œuvre, ce qu'on te propose, c'est de faire une lettre de mission 2, comme dans Rambo, où on va te donner les moyens de pouvoir nous proposer des moyens d'opérationnaliser ce campus cyber. C'est ce que j'ai fait avec l'équipe jusque, on va dire, juin 2020. En juin 2020, on a remis des propositions auprès du président de la République en disant, voilà, nous on propose que ce lieu soit cette tour Aéria là, à la Défense, qui fait 26 000 m², et que pour administrer ce campus, on crée une société qui soit détenue à 51% par les acteurs privés, qui ont donné leur aval pour venir participer à ce campus, et à 49% par l'État, pour justement créer cette cohabitation entre les services cybersécurité des entreprises et les services cybersécurité de l'État. Voilà, ça a été accepté par le président de la République. Et là, à ce jour, on en est à une phase de capitalisation de l'entreprise côté privé. Donc, on a sollicité un bon nombre d'entreprises pour qu'ils rentrent à l'actionnariat de ce campus cyber. On a rentré un peu plus de 3,6 millions d'actionnariat au sein de ce campus cyber, avec à peu près 70 entreprises qui sont rentrées au sein de ce campus, de tout horizon, des très grands groupes, une trentaine d'acteurs on va dire du CAC 40 ou du SBF 120, une 25 PME dédiées à la cybersécurité, des organismes de formation, des associations, on retrouve le Césin, la CN, Exatrust,
Syntec numérique, etc., pour que tout l'écosystème soit représenté. Et là, je vais lancer la phase maintenant de seconde capitalisation pour que l'État puisse rentrer et abonder à hauteur de 49%. Voilà. Donc, théoriquement, fin mai, on aura la SCS qui sera complètement finalisée avec à peu près 7,5 millions d'euros de capital pour pouvoir lancer maintenant les travaux de ce campus cyber. Et toutes ces entreprises feront partie du campus cyber, ou c'est surtout qu'elles ont un intérêt prononcé pour la cybersécurité en France? En fait, l'image qu'on a pris avec Guillaume, c'était d'essayer de créer une sorte de village d'Astérix. Parce qu'on sait tous que on est un peu concurrents quand même, mais on a remarqué quand même que quand on décidait de se mettre ensemble pour lutter contre l'envahisseur, on était beaucoup plus forts ensemble, quoi. Et dans Astérix, ce qu'on voit quand même, c'est que quand les Gaulois ils se disputent, quand ils sont attaqués par les Romains, ils boivent un coup de potion magique et puis ils se réunissent et ils luttent ensemble. Et la bonne chose dans Astérix, c'est que vous avez vu, quand les Gaulois arrivent, les pirates ils s'abordent eux-mêmes. Alors je sais pas si on aura le même succès, mais c'était un peu l'objectif qu'on veut réaliser. Donc on a vraiment deux typologies de personnes qui viennent sur le campus. Il y a les grandes entreprises qui viennent parce qu'ils disent tout ce qui pourrait être fait en commun pour augmenter nos capacités de détection de la menace, pour augmenter et aider les startups françaises à pouvoir fournir de meilleures solutions pour pouvoir bloquer certaines typologies d'attaques, etc. Ça va dans le bon sens. Et puis cette marque Campus, on veut que ce soit une marque de rayonnement, et en disant que les entreprises qui vont venir, qui sont plutôt eux des offreurs en termes de cybersécurité, qui vont venir sur le campus, bénéficieront de ce rayonnement de cette marque pour pouvoir se faire connaître et proposer leurs services aux différents clients qui seront sur le campus cyber. Voilà. Et quelles sont les conditions pour rentrer au campus cyber? Est-ce que c'est un peu comme Gaia X, tout le monde, il y a à boire et à manger, ou est-ce qu'il y a des conditions plus précises, plus restrictives? Alors c'est assez restrictif, puisque la première chose, c'est que on a donc une société, une SAS, dans laquelle donc on peut donc pour participer en fait au campus cyber, il y a deux façons de le faire. Soit en souhaitant participer à sa gouvernance et en devenant donc actionnaire du campus cyber. Et donc là, les différents moyens pour pouvoir y rentrer, c'est en fonction de la typologie de l'entreprise. Les toutes petites entreprises, les associations, c'est un ticket d'entrée de 10 000 euros pour avoir 10 000 actions. Pour les entreprises de taille moyenne, les PME, c'est la possibilité de rentrer dans l'actionnariat à hauteur de 30 000 euros. Et pour les grands industriels de la cyber, Capgemini, Atos, Soprasteria, etc., ou les grandes entreprises clientes, c'est 100 000 euros. Voilà. Mais malgré que les tickets d'entrée soient différents, la prise de participation en termes d'actionnaires soit différente, on a voulu quand même que le conseil d'administration soit représentatif de l'ensemble de l'écosystème. Donc il y a 9 collèges et on retrouve aussi bien les associations que les startups, que les PME, que les industriels. Chacun a un siège pour que tout le monde puisse exprimer ce qu'il voudrait faire de ce campus cyber. Ensuite, on a un comité stratégique qui définit qui peut rentrer ou pas rentrer sur le campus cyber. Et pour l'instant, c'est limité aux entreprises européennes, puisque le droit nous empêche de dire que seules les sociétés françaises pourraient participer. Par contre, le comité stratégique peut se réserver un droit de refuser l'entrée de l'actionnariat d'un acteur pour des raisons de déontologie, d'image qui serait pas conforme à ce qu'on a envie de donner comme image au terme du campus cyber. Et les gens qui rentrent au campus cyber, dans les statuts, il y a une inaliénation des actions, c'est-à-dire que pendant 10 ans, ils peuvent pas revendre leurs actions, hormis les revendre à la SAS. Pour éviter, on a vraiment été très précautionneux, que un acteur non européen se décide d'aller acheter l'ensemble des actions des différents membres du campus cyber et devienne le propriétaire du campus. Voilà, ça c'est pour participer à sa gouvernance. Ensuite, on peut y rentrer pour y positionner des équipes et y travailler au quotidien. Et là, effectivement, on peut rentrer de la façon la plus simple possible en prenant un poste de coworking jusqu'à un étage complet. Et donc, on a une tarification qui est fixée pour pouvoir soit dire, je prends un poste pour pouvoir être dans l'écosystème et je serai dans un espace de coworking. Je peux prendre un espace fermé de 4, je peux prendre un espace fermé de 8, ou je peux prendre carrément un étage complet ou un pétale complet. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait un peu par les différentes typologies d'entreprises.
Si je prends l'exemple des banques, par exemple, eux se sont dit, tiens, depuis le temps qu'on a envie d'essayer de partager des choses ensemble, peut-être de créer un jour ce fameux cercle interbancaire, eux ont réservé 24 sièges, chacun en paye 4, c'est les 6 grandes banques françaises, et pour justement regarder ensemble sur ce local qui va leur appartenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour pouvoir mieux partager autour de la cybersécurité. Alors, tu parles de pétale, de local, etc. Enfin, quelle est la disposition ? L'immeuble s'appelle ERIA, puisque quand on le regarde de haut, il y a 3 pétales, donc, qui correspondent à 3 espaces qui peuvent être réservés sur le campus cyber. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de pétale. Donc, on peut louer soit un étage complet. Voilà, l'immeuble fait 13 étages. On peut louer soit un pétale complet et avoir un espace privatif qui soit réservé dans son pétale. Il y a 3 pétales par étage. Après, dans un pétale, on peut réserver un espace privatif de 8 personnes, ou on peut venir sur les espaces collaboratifs et avoir un poste en coworking, un peu le principe des WeWork, etc., pour venir et être complètement imprégné au sein du campus cyber. Et quand est-ce que sera la rentrée, justement, de ce Alors, on espère, voilà, donc là, on est vraiment je suis très transparent avec vous, l'immeuble fait 26 000 m², il appartient à un propriétaire qui a l'intention, je pense ensuite son métier, c'est de construire un immeuble et de trouver ensuite des locataires pour pouvoir le revendre à des investisseurs financiers. Vous imaginez bien que c'est très rare parce que nous, c'est vraiment une start-up qu'on crée. On crée une entreprise. Il y a 6 mois, on n'existait pas. Et là, on a été voir un propriétaire en disant, on va vous louer 26 000 m². Donc, c'est pas simple en termes de garantie qu'on peut apporter aux propriétaires, etc., etc. Il y a l'État qui va rentrer aussi. Pas simple aussi toujours de négocier avec la DIE, la Direction immobilière de l'État. Voilà. Donc là, on est vraiment en train de finaliser le bail. On espère pouvoir le finaliser le 30 avril pour démarrer donc ce qu'on appelle les études d'aménagement. Tout le monde a un peu donné comment il voulait aménager ces espaces au mois de mai, lancer les travaux pour une inauguration par le président de la République en novembre 2021. Et concrètement, vous avez des détails techniques ? Par exemple, est-ce que, je sais pas, le café sera gratuit ? Est-ce qu'il y aura du Wi-Fi gigabit ? Ou est-ce que pour l'instant, c'est à l'état de projet ? On en est en quelle phase dans l'implémentation là, actuellement ? Alors là, on a vraiment lancé ce qu'on appelle les groupes de travail. C'est comment les gens. Donc, en fait, dans ce campus, ce qu'on veut vraiment réaliser, c'est d'éviter la galerie marchande. C'est-à-dire que chacun dise, je viens sur le campus, je suis dans mon espace privé et je parle à personne. Donc, on crée une sorte d'hôtel d'entreprise. C'est absolument pas le cas. Donc, il y a déjà un premier concept sur le campus qui est un peu particulier, c'est que quand vous louez 10 mètres carrés, on vous facture 13 mètres carrés, puisque vous allez payer 3 mètres carrés d'espace collaboratif. Des espaces collaboratifs qui auront sous forme d'espaces de restauration, mais aussi un auditorium pour pouvoir organiser des présentations des solutions pour les offreurs ou des présentations. On a un espace VIP au 13e étage pour faire par exemple des crises des gestions de crise cyber pour des COMEX. On a un espace d'idéation. On a plein d'endroits comme ça on a donc créé des groupes de travail en disant à l'ensemble des gens qui voulaient venir, voilà, qu'est-ce qu'on met sur ce campus, comment on va l'organiser, qu'est-ce que vous avez envie qu'il soit créé, etc., etc. Et avec un cabinet d'architectes, on a dessiné les plans de ce futur campus. Ensuite, par exemple, quand on a travaillé avec des gens qui travaillent sur la partie formation, on a travaillé avec les responsables de ces équipes de formation pour regarder comment ils voulaient designer leur salle de cours, la façon dont ils voulaient s'installer, etc., etc. Donc, c'est vraiment la première partie qui a été faite, c'est ces groupes de travail pour savoir comment allait fonctionner ce campus cyber et comment on allait l'aménager. Et après, la question est très pertinente, c'est de faire à ce que les gens aient envie de se retrouver et que ils puissent. Il y a 4 espaces de restauration, par exemple. Il y aura un safe tout à fait normal. Il y aura un endroit qui sera très VIP pour des gens qui veulent recevoir des clients. Il y aura un truc qui sera très orienté brasserie, dans lequel on pourra même faire aussi des after-work, etc., etc. Tout ça, c'est pour créer une vie au sein de ce campus cyber. Maintenant, ce qu'on va en faire réellement, c'est à partir du mois de mai. Moi, j'avais à finaliser 1, la création d'entreprise et son actionnariat, et 2, le fait de pouvoir vraiment signer le bail pour pouvoir qu'on puisse démarrer les travaux et s'assurer que ce sera bien dans cet immeuble-là que tout le monde va venir s'installer. Le principe, c'est un peu ça. Donc, il y aura un Wi-Fi, il y aura donc un réseau commun à l'ensemble du campus. Ensuite, dans les espaces privés, les gens pourront créer leur propre réseau.
Et le point sur lequel on a insisté énormément aussi, c'est de dire il faut que ce soit un endroit qui soit le plus ouvert possible. Voilà, on ne pas venir mettre des activités extrêmement sensibles. Ce qu'on veut aussi par ce campus, c'est créer des vocations. On souffre tous de manque d'expertise en cybersécurité. Il faut qu'on change l'image que les gens ont souvent des experts en cybersécurité. Voilà. Il faut vraiment qu'on change ça et qu'on arrive à donner une image complètement différente. Moi, j'ai fait l'exercice d'aller parler un peu de cyber dans des classes en terminale. Il n'y a pas un gamin en terminale qui m'a répondu « Moi, je veux faire expert cyber ». Pourtant, c'est un super métier. Quand vous interrogez, par contre, des enfants en CP, ils veulent tous faire infirmière, pompier, gendarme, parce que c'est un métier qui a du sens. Et notre métier, il a du sens. Quand on est en réponse à un incident chez un client et qu'on aide à redémarrer un hôpital, on est aussi important, et notre métier, il a autant de sens qu'un pompier qui était un incendie, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on change cette image de la cyber. Donc, on veut aussi que ce campus soit dès l'entrée, plutôt que comme à l'Annecy, vous arrivez, il y a déjà un gendarme qui vous demande de vous donner votre téléphone, votre portable et qui est un peu rébarbatif. Là, on veut à l'inverse que quand on rentre sur le campus, on soit immergé dans le numérique et qu'on montre que la cybersécurité, c'est pas que anxiogène et que quand on la prend bien dans le phénomène de secure by design, etc., bah, ça fait partie de la transformation numérique des entreprises et on veut que ce soit un lieu qui génère des vocations et qui donne envie de faire ce métier de cybersécurité. Mais tu sais, les enfants, tu leur promets des V-Bucks gratuits s'ils savent se servir d'un débugger et ça marche. Entre le CP et la terminale, Oui. Le bon milieu, je pense, c'est la troisième. C'est avant le stage de troisième. Complètement d'accord. On est complètement d'accord. Au campus, les gens qui vont travailler, ce sont plutôt des gens qui font des prestations, des gens qui font de la réponse à incidents, des gens qui font de la surveillance. On sait aujourd'hui, ceux qui ont pris des locaux, qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Alors, on garde un peu quand même d'intimité sur ce que vont positionner les gens. Si je prends le cas d'Orange, par exemple, nous, on va y positionner donc les équipes qui travaillent sur la cybersécurité, donc le CERT d'Orange, plutôt côté opérateur, et on va les mettre à côté du CERT d'Orange Cyberdéfense pour que déjà ils apprennent à travailler ensemble et à se parler, donc une sorte de réunification comme dans Koh-Lanta entre les deux CERT. On va y positionner aussi les gens qui vont travailler sur l'offre qu'on est en train de sortir pour tout ce qui touche autour de la sécurisation des très très petites entreprises. Voilà, on essaie de sortir une offre qui soit distribuée par Orange France pour qu'à chaque fois qu'Orange France fournit une box pro pour amener la connectivité, elle puisse fournir un minimum de cybersécurité à ces gens qui sont complètement démunis en tout cas d'attaques parce qu'ils n'ont même pas de DSI, donc faut qu'on puisse les aider de ce côté-là. Ça c'est côté Orange. Je pense que côté Atos, ils vont y mettre les équipes d'Idenomix si mes souvenirs sont bons. Je pense que Cap va y mettre l'ensemble de ses équipes cybersécurité puisqu'ils ont pris un étage complet. Voilà, donc au niveau des offreurs, c'est à peu près défini. On a des écoles qui viennent, des instituts de formation, donc on a HS2, c'est ça, hein, Hervé. On a les PITA qui vont venir de dispenser la formation sur le campus cyber. Voilà. Mais par exemple, au campus cyber, s'il y a beaucoup de CERT, comme on entend là, il va y avoir une organisation spécifique au campus cyber pour partager des indicateurs de compromission, des choses comme ça. Alors, c'est ça l'objectif, voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est lancer les groupes databases pour que vraiment ce campus génère des communs de la cyber et des livrables. Donc il y a 2 projets qui ont déjà été arrêtés. Le premier, c'est pas être simple à mettre en œuvre, hein, c'est de créer une base de threat intelligence commune, d'IOC commune qui pourrait être donc connectée aux différents CERT et CyberSOC des différentes entreprises offreurs ou entreprises clientes en disant bah voilà pour alimenter les SIEM ils auront une base d'IOC qui sera la plus pertinente possible parce que tout le monde viendra y donner un peu ces différents marqueurs qu'ils découvrent, etc. Si on a plein de CERT qui sont là, on va créer un observatoire de la menace cyber, donc en disant bah voilà tous les CERT vont partager un peu tout ce qu'ils trouvent et le campus cyber sur sa marque campus cyber peut-être tous les jours essaiera de donner un peu une sorte de météo des nouvelles typologies d'attaques, des nouvelles vulnérabilités, etc. Ça, c'est les premiers projets sur lesquels on est en train de travailler. Ensuite, on a des gens de la recherche qui viennent, l'INRIA, l'IMT, le CEA, pour travailler autour de tout ce qui touche à l'intelligence augmentée, comment on peut mettre un peu d'intelligence augmentée dans les technologies de surveillance et de détection. Voilà. On a aussi des consortiums qui sont en train de se créer pour sécuriser des grands événements, la Coupe du Monde de rugby,
les Jeux Olympiques de 2024. Les équipes qui travailleront dans ces consortiums seront positionnées sur le campus cyber. Moi, je veux vraiment en faire un lieu qui génère des livrables et des communs de la cyber, et surtout pas un hôtel d'entreprise. Voilà, c'est ça, j'y tiens énormément. Et je pense que c'est ce qui fera fonctionner le campus. Et du coup, là-dessus, Michel... Si on arrive à faire ensemble des projets. Ouais. Oui. Et du coup, là-dessus, Michel, justement, c'est vrai que quand on parle de la sécurité, c'est vrai qu'il y a souvent des problématiques de confidentialité. C'est assez, on va dire, compliqué de pouvoir partager de l'information. Ça veut dire que les entreprises qui vont faire partie de ce projet cyber, est-ce qu'elles devront signer une charte et s'y conformer ? Justement, oui. Partager des informations le plus possible, c'est ça ? C'est ça, voilà, dans les statuts qui sont publics, hein, on va les redéposer là suite à l'augmentation de capital. Il y a différentes chartes auxquelles les gens s'obligent à adhérer. Une charte de non-débauchage, parce que voilà, ça peut devenir aussi un peu la fête à la saucisse. Hein, si on met tous les experts, il y aura 2000 experts cyber sur le campus. Hein. Si on commence à se les piquer les uns les autres, on va pas faire avancer le schmilblick. Donc il y a une charte, une sorte de clause de non-débauchage. Non, là, Michel, non, faut pas que tu fasses ça. Nous, on a prévu de venir et justement, on espère faire 20% sur nos salaires. On apprécierait énormément que cette clause n'existe pas. Voilà, donc on l'a mis en place, voilà. Après, en plus, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à changer de bâtiment. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ce qu'on trouvait que par exemple, l'EPITA s'est dit, moi, je vais mettre ma formation en alternance là-bas, parce qu'effectivement, pour mes stagiaires, il suffiront qu'ils montent dans les étages pour trouver leur stage et en alternance. Mais voilà, on s'est fixé des règles de déontologie, et après, c'était ça l'effort qui devait être amené un peu par si je reviens sur le côté des grands industriels et des offreurs qui proposent ce qu'on appelle des offres de cybersoc, hein, de détection, c'est qu'il faut accepter de partager. Et parfois, on va partager ce qui fait notre différence concurrentielle. Par exemple, nous, Orange, on dit à nos clients, vous savez, on est beaucoup plus fort que mes concurrents qui sont des SS2I, parce que, quoi qu'il arrive, entre le pirate et les données des clients, il y a quand même le réseau, et en mettant des sondes sur le réseau, on détecte des signaux faibles d'attaque qui nous permettent d'anticiper l'attaque avant qu'elle commence à essayer de rentrer au niveau de l'entreprise. Je pense que l'ANSSI, qui a ses propres marqueurs étatiques, etc., va devoir aussi accepter de partager pour que on puisse utiliser certains marqueurs qui voudront bien mettre en commun dans des cybersocs d'entreprises privées. Voilà, c'est ça le principe. Le principe, c'est de dire, moi j'aime bien ce thème partagé pour moins subir, c'est au plus on partagera des indicateurs, mieux on pourra avancer. L'État, il a pris l'engagement d'abonder à 49%, mais je ne crois pas qu'il ait pris l'engagement de partager des indicateurs de compromission. Alors, ils sont soumis à la même charte que nous. Voilà. Après, chacun y amènera ce qu'il a envie d'y amener. Mais ce sera quand même, si on veut que ça marche, il faut que ce soit donnant-donnant. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Et là, je suis un peu... quand nous, on partage avec l'ANSSI, on a dit, OK, nous, on veut bien que vous installiez des choses sur nos réseaux, etc., en termes d'opérateurs. Maintenant, si vous voyez des choses, on veut que ça puisse bénéficier aux clients qui sont des clients d'Orange Cyberdéfense. Donc, tout ça, il va falloir le travailler, le mettre en œuvre, le régler juridiquement. C'est bien de dire, on va créer une base de threat intelligence commune, mais à qui elle va appartenir, cette base? Il faudra gérer toutes les problématiques de propriété intellectuelle, etc., etc. Tout ça, c'est à définir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est d'accepter de partager un peu ces secrets, ces facteurs un peu différenciants pour augmenter nos capacités de détection et protéger un petit peu mieux les clients. Vous le savez, vous comme moi, on n'a pas trop de problèmes commerciaux pour vendre nos prestations de cybersécurité en ce moment. Voilà, on est plutôt après à essayer de trouver plus de ressources. Moi, ma croissance côté Orange, elle est freinée parce que j'arrive pas à recruter comme je voudrais recruter, et pas parce que je trouve pas de clients. C'est quoi la condition de succès? Enfin, comment vous allez évaluer le succès de ce projet? À terme, disons dans 3-5 ans, qu'est-ce qui pourra objectivement être considéré comme un critère de réussite? Qu'il y ait encore des locataires dans le campus déjà, parce que sinon je serais, voilà. Là, on a quand même fait à ce que les gens s'engagent au moins sur la même durée de bail que moi j'ai pris au niveau du campus. Mais la question est très pertinente. Si on veut que ça fonctionne, il faut effectivement que ce campus
amène du ROI à l'ensemble des personnes qui viennent y participer. Voilà. S'il n'y a pas de ROI, le projet sera raté. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus en disant si dès le départ vous sentez pas qu'il y a un retour sur investissement pour votre entreprise quand vous venez sur le campus cyber, ne venez pas. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment insisté à ce qu'on ait une équipe campus cyber qui soit un peu coupée en trois. Des gens qui vont vraiment travailler sur la partie un peu gestion des événements qui vont s'y penser, louer les espaces de l'auditorium, les espaces un peu de rencontres, louer les bureaux, gérer un petit peu toute la vie immobilière de l'immeuble. Une deuxième équipe qui va travailler vraiment sur la communication pour travailler sur cette marque Campus Cyber, et après une sorte de comité scientifique pour animer ces projets communs et faire à ce que tous les ans on puisse établir 4 ou 5 grands projets pour lesquels pour pouvoir faire participer un maximum d'adhérents au campus cyber pour en sortir des livrables. Et ça, c'est vraiment la rançon du succès et c'est comme ça qu'on mesurera notre succès. Et le deuxième vecteur de succès pour moi, c'est très très vite de régionaliser le principe du campus cyber en faisant que ce soit pas un projet jacobin et que très vite on puisse avoir des satellites dans les différentes régions pour aussi amener de la cybersécurité en région et amener l'expertise cyber où se trouvent les grandes transformations numériques dans le territoire. Si on prend la région Rhône-Alpes, voilà, c'est vraiment que là se passe tout ce qui touche autour de l'industrie 4.0, etc. Et ben, il faut pas qu'ils soient obligés de venir au campus cyber à Paris pour avoir de l'expertise cyber. Il faut qu'on amène l'expertise cyber à Lyon. Donc mes deux projets, c'est ça. C'est de pouvoir avoir un campus qui fonctionne et qui sorte des livrables concrets tous les ans pour que les gens se disent effectivement on y vient et on y récupère vraiment des livrables. Et le deuxième point, c'est d'accentuer cette régionalisation pour qu'on puisse disséminer un peu l'expertise cyber au sein du territoire. Et pour cette croissance, finalement, Campus Cyber, tout à l'heure, tu disais que c'était voilà une start-up. Il y a quelques mois, elle n'existait pas. Campus Cyber, c'est combien de personnes derrière? Parce que on entend parler de toi. Vous êtes combien? 10, 20 et justement, avec cet objectif de croissance avec les régions. Bien sûr. Quel est l'objectif en termes de croissance là, au niveau de Campus Cyber? Pour l'instant, pour être très sincère avec vous, les équipes qui ont travaillé sur ce projet l'ont fait en plus de leur job. C'est pas viable dans le temps. Donc, pour être très transparent avec vous, j'étais ce matin avec les gens de Station F. Je leur ai dit, tiens, Station F, comment vous êtes staffé et combien de mètres carrés? Donc, Station F, c'est 36 000 mètres carrés et c'est 40 personnes hors prestataires. Voilà. Nous, donc, on est 26 000 mètres carrés et pour l'instant, il n'y a personne. Voilà. Donc, il va falloir qu'on se staffe de façon conséquente. Il faudra qu'on puisse aussi faire à ce que les gens viennent travailler sur le campus cyber et puissent avoir un salaire qui soit attractif pour qu'ils viennent justement animer ce campus, etc. Pour l'instant, on a prévu de partir sur une équipe de 10 personnes, donc réparties, comme je l'expliquais tout à l'heure, des gens plutôt très orientés sur la location des bureaux, des salles, de l'auditorium, tous les événements qu'on va faire sur le campus, des gens qui vont travailler sur la communication, faire rayonner cette marque campus cyber, et puis une grosse partie des gens qui vont être là pour animer ces communs de la cyber, ces projets qu'on va faire ensemble, parce que je vous rappelle que quand le président a annoncé le plan d'accélération cyber, on a 500 millions d'argent pour financer des projets innovants en termes de cybersécurité. Et ces projets innovants en termes de cybersécurité, on veut qu'ils se passent sur le campus. Donc, si on veut pouvoir soumettre aujourd'hui ces projets et obtenir des financements de l'État, il faut que j'ai une équipe pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc, ce sera une équipe de 10-12 personnes. Tu disais en introduction que vous avez regardé ce qui se faisait dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention et un modèle que vous souhaiteriez suivre? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que où on est, on est très fiers, c'est qu'on va créer un campus qui a jamais été créé de cette façon-là à travers le monde. Quand on a été à Sklookovo, les Russes, ils ont réussi, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de rapprocher le monde universitaire du monde de la recherche et du monde des startups. Point. C'est les trois écosystèmes qui fonctionnent. Quand on a été campus de la ville de New York, eux, c'était vraiment de rapprocher les investisseurs, les fonds d'investissement des startups. C'est ça le principe de leur campus. Vous connaissez tous Bershiva. Bershiva, c'est quand même
énormément d'émanations qui viennent de la recherche ou de l'armée pour pouvoir incuber des startups et en faire les futures, je sais pas si c'est le terme de licorne, israéliennes, qui sont quand même, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Nous, notre grande différence, c'est justement le fait que ce soit un campus dans lequel on demande à des entreprises de venir déporter une partie de leurs équipes pour pouvoir y travailler au quotidien. Et donc que ce soit des équipes qui viennent travailler sur des projets opérationnels, on parlait de CER, de SOC, de CyberSOC, et faire que ce soit un campus dans lequel les gens viennent travailler comme si c'était un sous-domaine de leur propre entreprise. Et ça n'a jamais été fait à travers le monde. Donc c'est ça la grande force du projet, c'est que les gens vont venir y travailler parce que ce sera leur lieu de travail. Et ce qu'on doit réussir, c'est faire à ce que, malgré que ce soit le lieu de travail des experts en cybersoc de Capgemini, eh ben, ils ont envie de travailler aussi sur des projets communs du campus avec les experts de Capgemini, de Soprasteria, d'Atos ou de Thales. Voilà, c'est ça qui fera réussir le projet. Mais ce qu'on voulait, c'est de pas faire ni une galerie marchande, j'ai déjà exprimé, ni une écurie où chacun vient travailler un peu dans son petit bocal et pas la personne, et faire à ce que ce soit un projet où il y ait beaucoup de collaboration entre les différentes équipes. Alors, pas une galerie marchande, mais moi j'ai entendu qu'il y avait un showroom. Ouais. Donc il y a un showroom avec des gens qui vont faire des démonstrations, enfin il y aura quand même des fournisseurs français qui vont montrer leur savoir-faire, non ? Donc on travaille avec Exatrust sur le projet pour qu'on puisse montrer justement un peu tout ce qui va être produit aujourd'hui par les entreprises et les PME françaises. Mais ce showroom, je vous montrerai les plans si vous voulez une prochaine fois. C'est pas un showroom où on monte des matériels, etc., etc. C'est aussi un endroit pour pouvoir créer des espaces d'idéation, y organiser des réunions. Je parlais tout à l'heure justement des sortes d'exercices de crise cyber, etc., etc. Voilà. Donc ce showroom, il a été co-construit par je pense qu'il y a une trentaine d'entreprises qui ont participé à la création de ce showroom. Et c'est pas un showroom où on va avoir une exposition permanente des firewalls de Storm Shield, je sais pas, des bastions de Wallix, etc., etc. C'est plutôt de montrer, par exemple, des résultats dans ce showroom commun qu'on a créé ensemble au sein du campus cyber. Alors Michel, quelles vont être les prochaines étapes ? Donc les prochaines étapes au sein du campus cyber, c'est donc, comme je vous l'ai exprimé, là, on va constater l'augmentation de capital que l'on a réalisée là pour finaliser donc le capital de la SCS campus cyber. Ça donnera un montant. Ce montant va permettre à l'État d'abonder à hauteur de 49% pour rentrer donc au capital de la SCS. Donc ça, c'est vraiment un projet financier qu'on est en train de gérer. On finalise le bail aussi, donc et on va lancer ce qu'on appelle les études, le permis d'aménager en fonction des différents plans qui ont été fournis par les gens qui vont venir sur le campus cyber. Et puis à partir du mois de mai, c'est de vraiment lancer maintenant les groupes de travail sur quels sont les projets communs qu'on veut réaliser ensemble au sein du campus cyber, et pour qu'on puisse en sélectionner 4 ou 5, que l'on puisse ensuite les présenter auprès de l'État pour pouvoir bénéficier de ces fonds pour pouvoir les réaliser, et puis se mettre à travailler ensemble dans les espaces collaboratifs qui seront sur le campus cyber. On aura un moment de communication au mois de juin avec le ministre pour expliquer justement où on en est. Il y aura des communications lors du FIC au mois de septembre et des assises au mois d'octobre, et l'inauguration, on l'espère, 1er novembre par le président de la République. Donc là, il y aura des chefs de projet. Enfin, dans le fond, la gouvernance de ces projets sera sous tutelle, entre guillemets, Campus Cyber. Absolument, c'est ça. Pas des chefs de projet. Voilà, tout à fait, c'est ça. Bien. Donc des responsables de groupes de travail qui vont animer justement les différentes équipes. Ce qu'on veut, c'est de démarrer le Campus Cyber malgré que le lieu physique soit pas encore complètement finalisé. Et puis c'est pas non plus la période pour l'instant pour rassembler physiquement des experts cyber pour travailler ensemble physiquement sur un lieu. Maintenant, on veut vraiment que ce projet commence
qu'on lui donne vie. On a vraiment eu une très belle adhésion dans les premiers groupes de travail autour de l'aménagement du campus, de la partie un peu immobilière, de ce qu'on allait en faire. C'était sympa parce qu'il y avait une quarantaine d'entreprises qui ont participé. C'était parfois les gens n'étaient pas d'accord, etc., etc. C'était assez vivant, mais ça a permis d'avoir des tas d'idées qui ont été mis en place et d'en faire un lieu post-Covid. Je ne sais pas s'il y aura un jour un post-Covid, mais pour donner aussi aux gens de revenir travailler dans un lieu physique à côté d'autres personnes et quitter un peu le mode télétravail pour venir travailler sur ce lieu totem. Et pour la convivialité, le café et la bière seront gratuits? Ça, il faudra demander aux différents adhérents. Voilà. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. En tous les cas, je peux vous dire qu'il y a, on pourra vous organiser une visite, mais il y a un endroit qui va être vraiment avec une grande terrasse où on compte bien organiser de nombreux after-work, justement pour créer cette cohésion, que les gens puissent continuer à dialoguer et à parler ensemble. Moi, ce que j'ai remarqué dans les différents événements que je participe ou ceux que j'organise, c'est que même quand le soir, autour du cocktail, ils continuent à parler cyber. Donc, de toute façon, il faut créer ces endroits d'échange. Ça peut être autour d'un bureau, autour d'un café. Je pense que c'est pas mal aussi autour d'une bière. Et sur ce projet, quel est le challenge le plus complexe que tu aies réussi à relever? Tout a été compliqué, voilà, mais comme l'état d'esprit était là et que les gens avaient vraiment envie de travailler ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a toujours les gens qui, comme ils sont pas dedans, trouvent que c'est voilà, il y a des bruits en disant le campus cyber, les loyers sont tellement chers que les PME peuvent pas venir s'y installer. Bon, bah, écoutez, je veux dire que c'est faux. On a Tetris, on a Yesuyak, on a GetWatcher qui viennent s'y installer et ils sont à 465 € du mètre carré en termes de loyer et tout l'aménagement est pris en charge par le campus cyber. Voilà, et c'est financé par le campus cyber. Ils ont fait des vidéos pour dire c'est top parce que nous ça nous permet vraiment d'être dans un lieu pour des loyers qui sont complètement modérés. Voilà, il y a plein de choses qui sont dites. Moi, ce que je vois, c'est le résultat, c'est que en moins de 6 mois, on a réussi à commercialiser sur les 2000 postes. Je pense qu'il y en a 1900 qui sont déjà réservés. Ça montre quand même que les gens, ils ont envie de venir. Et puis, si je prends la capitalisation, on a une 30 entreprises, très grandes entreprises françaises qui rentrent au capital du campus cyber pour pouvoir le soutenir. Ça va de grandes banques comme BNP, comme Crédit Mutuel, mais ça va aussi comme des gens dans le luxe comme Hermès, L'Oréal, des gens comme Arcelor, des gens comme Alstom. Voilà, on a réussi à mobiliser l'écosystème et ça c'est hyper intéressant. Ça prouve que les gens avaient besoin un peu de cet endroit totem pour pouvoir essayer de mieux bosser ensemble. La région a annoncé 2 millions d'euros et la région, elle va devenir actionnaire de la SAS Campus Cyber ou c'est une subvention? Non, voilà, l'État. Donc, c'est une subvention. Voilà, donc 2 millions d'euros pour justement aider à aménager les espaces, une partie des espaces projets et des espaces dédiés justement à accueillir soit les startups en cyber qu'on veut vraiment aider, et pour vraiment les premières startups qu'on veut incuber, on va s'assurer pour qu'ils ne payent même pas de loyer, et puis aménager justement les fameux espaces pépites pour faire à ce que les entreprises qui ont passé le mode startup et qui commencent à devenir une PME puissent être à côté des grands industriels pour pouvoir accélérer leur développement et faire à ce que les pépites françaises restent en France et n'aient pas besoin d'aller chercher forcément des fonds à l'étranger pour pouvoir s'européaniser ou se mondialiser. On peut très bien le faire en gardant son siège social en France. Oui, Michel, tu nous as parlé tout à l'heure d'émulsion du cybercampus pour pas que ce soit un projet jacobin. Est-ce que tu as un planning potentiel? Est-ce que tu as déjà une visibilité sur d'autres implémentations? Est-ce qu'il y en aura d'autres en Île-de-France, par exemple? Ou ça va être directement en région, voire en Outre-mer? Émulsion, c'est un truc de cuisine, ça.
Bon, allez, Allez, sérieusement, il va y avoir des campus cyber à Lille, à Rennes? Alors, il y a deux projets, il y a plusieurs projets. Le premier, c'est que on s'aperçoit qu'on va démarrer le campus au mois de novembre et qui sera à 95% déjà plein. Donc, on réfléchit déjà à une extension au sein de l'Île-de-France. Et sur cette extension au sein de l'Île-de-France, on veut faire un projet qui soit à l'opposé de celui qu'on a réalisé. Là, on a fait un projet très proche des transports, très vertical, très minéral à la défense, etc., etc. On travaille avec les régions des Yvelines pour faire un campus qui soit un campus plus loin de Paris, dans les Yvelines, plutôt très horizontal, très bois, très green, etc., avec beaucoup d'espaces verts, etc., etc., parce qu'on pense qu'il y a des gens qui ont envie de travailler plutôt dans ces espaces-là que dans une tour à la défense. Donc ça, c'est un projet d'expansion où on travaille avec le département des Yvelines et qu'on pourrait ouvrir à partir de 2024-2025. Ensuite, il y a, dont je parlais tout à l'heure, les satellites du campus dans les régions. Il n'y a pas une région qui ne se soit pas manifestée pour pouvoir venir et créer ce campus. Il y a des régions qui sont bien avancées. La plus avancée, c'est la région des Hauts-de-France avec la métropole et la ville de Lille, qui avancent, qui ont déposé leur statut, qui ont aussi créé. Voilà, ils répliquent un peu le modèle du campus national et on les aide et on travaille vraiment en relation avec eux. Vous avez vu, en Rhône-Alpes, ils ont lancé leur campus du numérique et on pense installer donc justement une antenne dédiée à la cybersécurité sur un grand campus du numérique. Moi, je suis en relation aussi avec Christelle Morancé, qui est la présidente du Pays de Loire, qui voudrait lancer un campus dédié autour des technologies des smart cities. Et puis la région de Bretagne aussi, donc qui toujours un peu qui porte le pôle d'excellence cyber, sur lequel on travaille aussi avec le président de région pour travailler sur tout ce qui soit plutôt traitement des données sensibles. Voilà, pour ce qui est des régions, chacun avance à son rythme. Il y a des régions qui sont très avancées, d'autres qui vont lancer leur projet. Mais on a eu un véritable demande des présidents de région. Voilà. Bon, après, vous le savez, au mois de juin, il va y avoir des élections et on reprendra ensuite les travaux avec ceux qui seront élus, qui ont envie de participer à ce projet de campus cyber. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de Station F et justement de pourquoi pas d'être incubateur de start-up. Ça, je suppose que ce sera, on va dire, peut-être en marche courante. Enfin, en tout cas, au moment après la rentrée, après l'inauguration, peut-être qu'il y aura un même principe, un petit peu que Station F ou d'autres incubateurs qu'il peut y avoir dans le monde, où ce serait de faire un appel à des startups pour justement leur proposer des locaux, de l'accompagnement, et du coup les mettre en relation avec d'autres entreprises pour essayer de faire fructifier leur business. Enfin, alors voilà, on a donc dans les espaces qui vont être dits collaboratifs, là, on va avoir un studio d'incubation. Donc, pour que s'il y a des idées qui sortent, vous savez, de tout ce qui est du collège, de tous des gens de la recherche, s'il y a de bonnes idées pour aider justement ces idées à se concrétiser et donc créer des startups et de pouvoir les incuber. Et deux, effectivement, on va proposer à des startups qui veulent, dans la cyber bien évidemment, qui veulent venir sur le campus pour bénéficier d'être à côté de leurs futurs distributeurs, que sont les grands offreurs par exemple, de pouvoir les accueillir dans un espace d'incubation. Une fois qu'ils sont incubés, qu'ils fonctionnent bien, c'est qu'ils puissent bénéficier de l'espace pépite. Ce qu'on espère, c'est que les gens qui sont dans l'espace pépite actuellement, qui sont aidés, décollent bien pour devenir une PME et aller dans les espaces privatifs des PME. Voilà, donc tout un cycle pour justement faire à ce que on puisse non seulement incuber, mais surtout industrialiser, aider les entreprises à passer le cap. Nous, on voit en tant que grand offreur que mettre des solutions de PME françaises à notre catalogue, ça leur donne un coup d'accélérateur complètement délirant, quoi. Voilà, parce que effectivement, quand on est une start-up et que on se retrouve en face d'un service achat d'un grand groupe, parce qu'on a été retenu par les experts cyber et que vous êtes en face des achats qui vous disent donnez-moi les 3 derniers bilans, qu'est-ce qui se passe si vous plantez votre truc, quelle pénalité vous acceptez, etc., etc. Il suffit que l'offre elle soit portée par un grand industriel, ça évite ces écueils-là pour les petites entreprises et ça leur permet de se développer beaucoup plus vite. Et surtout, il y a une écueil que tu mets aussi en avant, c'est la dépendance économique. S'il y a qu'un seul, là, si on est dans le cadre du cybercampus,
Si par exemple, là, tu as pris le cas des banques où toutes les banques seraient dans le même espace, hein, si la personne rentre sur une banque, ça va être un peu frileux, mais si tout l'ensemble des banques disent, bah tiens, on va travailler avec telle offre, bah, d'un seul coup, la dépendance économique n'y est plus. Il n'y a plus un seul donneur d'ordre. Ça va être Bien sûr. plusieurs. Et puis voilà. Ouais. Donc c'est le côté hyper positif quand même pour la start-up ou pour la petite pépite ou la petite PME qui veut rentrer. Mais c'est clair. Et même, tu vois, ce qu'on propose aux clients, justement, c'est des fois ce qui bouffe ces petites boîtes aussi, c'est le temps qu'elles passent à faire des POC. Tu vois, et moi, je l'avais vraiment vu quand il y avait une société française qui s'était créée autour de l'Active Directory et de regarder, de détecter les usurpations de privilèges, etc., etc. Ils passaient un temps fou à poker dans telle boîte, puis dans telle boîte, puis dans telle boîte. Et à un moment, on s'est dit, mais il faut se faire confiance entre nous, quoi. Et donc, ce qu'on essaie de proposer, par exemple, à ces industriels de même métier qui vont venir travailler ensemble, c'est de dire, je prends un exemple, si la banque A a testé la solution, a fait un cahier de POC avec ce qui marche bien, ce qui marche moins bien maintenant, etc., pourquoi elle ne le partagerait pas avec la banque B pour éviter que la start-up, elle passe son temps à faire des POC qui lui coûtent cher, qui demandent d'investir, alors qu'elle fait toujours la même chose. Voilà. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose de collaboratif qui soit amené, c'est de dire, apprenons aussi à partager quand on fait des tests d'une solution, bah, quand ils sont concluants, ou quand on a dit, bah, tiens, à la start-up qu'on a poké, tiens, il y a ça et ça que vous devriez faire, que la start-up l'a fait, bah, on le partage avec les autres industriels en disant, ne retestez pas la solution, faites-nous confiance, on l'a testé, on peut partager nos cahiers de POC avec vous, nos cahiers de test. Effectivement, on fait gagner un temps fou à la start-up qui n'a pas à réinvestir, à aller poker sa solution à droite à gauche et investir dans le moment d'avant-vente. Nous, on préfère qu'elle investisse et qu'elle passe du temps pour améliorer sa solution quand elle a été testée dans un environnement qui est plutôt éprouvé par d'autres. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça qu'on va essayer de créer aussi. Alors, je te rassure, Michel, les certes bancaires se partagent déjà ce genre d'informations. Oui. Oui. Quand il y a des POC qui sont faits avec des fournisseurs, mais qu'on est dans un domaine très spécifique, on est au niveau de la réponse à incident. Alors que dans certains cas, sur des solutions de cybersécurité qui ne concernent pas forcément les équipes de réponse à incident, ce partage n'existe pas. Voilà. Alors que toi, quand tu veux tester, voilà, enfin, très souvent, quand je discute avec les patrons de PME, ils me disent, j'ai une dizaine d'ingénieurs sur 10 comptes différents qui POC les mêmes fonctionnalités pour des clients qui pourraient se parler. Voilà. Et c'est dommage. Si on pouvait dire, tiens, il y a un vrai POC qui se fait dans telle boîte, que à la limite chacun qui veut un peu tester les spécificités le donne et qu'on le fasse, on ferait gagner un temps fou. Et aux industriels clients, parce qu'effectivement, il y aura un POC qui se ferait, et puis si la confiance se fait, ensuite, eux n'ont pas non plus à réinvestir avec des équipes. Et imaginez le temps qu'on fait gagner à ces PME françaises qui passent leur temps à aller faire des POC pour tester la même chose plusieurs fois dans des entreprises différentes. Ok, Michel, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Bon, écoutez, non, je pense qu'on a parlé longuement. Merci déjà de la convivialité de l'échange, des questions qui ont été posées, votre intérêt aussi au campus cyber. Comme je l'ai exprimé, ce campus, on en fera ce qu'on va décider d'en faire. Voilà. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter des idées pour tout ce qui peut être fait en collaboration au sein du campus cyber. Voilà. Et m'aider à faire à ce que ce projet soit un succès et que ce soit pas, comme j'exprimais au début, un hôtel d'entreprise, mais vraiment l'endroit où se passe tout ce qui va toucher autour de l'innovation, de la formation en France autour de la cybersécurité. Voilà, c'est un projet que je veux extrêmement collaboratif et sur lequel toutes les idées et les appuis et les compétences sont les bienvenus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.